L'éditorial du matin, c'est une réflexion sur l'actualité brûlante, des développements importants, des sujets d'ALIA et d'intégration. C'est tous les matins sur Studio Kalita. Alors, nous allons directement en parler avec Marc Eisenberg, puisque Marc, vous étiez présent hier, je le disais avec Ariel Kandel, le directeur général de Kalita, à cette réunion. Alors, houleuse ou calme, il y avait beaucoup de tensions hier ? Bonjour Daniel, en langage diplomatique, on dirait que les échanges ont été francs. Mais le déroulement de la réunion n'est pas le plus important. Ce qu'il faut comprendre, c'est que nous sommes en face d'une difficulté assez classique de la façon de faire travailler ensemble un ministère, un État et des associations. C'est un problème qui existe en Israël, qui existe dans le monde entier, parce que les uns et les autres n'ont pas exactement les mêmes objectifs, le même calendrier et les mêmes moyens. Et évidemment, moi, ministre, je m'occupe de l'ensemble des gens qui dépendent de mon ministère et pas seulement des Français, nous dit Sophia Landwehr, alors que le militant qui s'épuise bénévolement sur le terrain pour aider l'Alia, la Klita des Juifs de France depuis des années et qui n'a pas de rapport avec le ministère, qui a le sentiment souvent d'être abandonné par le ministère, pour lui, ce qu'il fait, et c'est légitime, c'est la chose la plus importante au monde. Donc on a une difficulté de travailler ensemble. Mais tout de même, il semble que, et c'est une plainte qui revient de la part de plusieurs organisations d'Olim, on a parfois le sentiment que Sophia Landwehr, qui est d'origine russe, qui est membre éminente du parti d'Avigdor Lieberman, eh bien, donne trop souvent la priorité à l'Alia de Russie, d'Ukraine, et peut-être se désintéresse un peu de l'Alia de France. Je poserai la question différemment. Le discours de la ministre et de tous les ministres d'intégration, c'est qu'il faut donner la même chose aux lignes de Russie, d'Ukraine et de France. Or, derrière ce discours qui peut paraître logique, il y a en fait une erreur. Parce que les besoins ne sont pas les mêmes. Et à partir du moment où les besoins ne sont pas les mêmes, où la situation des Juifs en France, comme le savent très bien nos auditeurs, est très difficile, où il y a une opportunité de faire monter de très nombreux Juifs de France en Israël, et en tout cas de réussir leur intégration, il faut prendre des mesures spécifiques pour que cette alia réussisse. Par exemple, si on met en place un programme pour aider la délocalisation de business, d'affaires, que les hommes d'affaires puissent venir facilement installer leur société en Israël et recruter, donner du travail en Israël, c'est un problème qui se pose avec les Français. Vous admettrez avec moi, mon cher Daniel, qui se pose beaucoup moins pour les Ukrainiens ou pour les Russes. Alors, moi je dis c'est un problème de voir le verre à moitié vide, à moitié plein. Je vais vous donner un exemple. Il est incontestable que l'État d'Israël est le pays au monde qui fait le plus pour ces immigrants, pour ces Olim. C'est vrai. Et qu'est-ce que nous dit Sofa ? Moi, je suis aussi une ancienne Ola. Et quand je suis venu il y a 30 ans, 40 ans, je n'avais pas la chance d'avoir une ministre qui, comme moi, s'investit tous les jours dans les dossiers et veut faire avancer les choses. Et je n'avais pas la chance d'avoir l'aide qu'aujourd'hui reçoivent les Olim. C'est vrai. C'est vrai, il faut dire merci. Mais c'est également vrai, c'est là où je dis le verre est à moitié vide, cela ne suffit pas. Pourquoi cela ne suffit pas ? Parce que nous avons en France, selon des études très sérieuses, à minima 50 000 personnes et peut-être 200 000 qui sont sérieusement à venir en Israël et qui ne viennent pas. Et que le chiffre de l'ALIA a diminué de moitié par rapport à 2015. Pourquoi ? Parce que l'intégration... Peut-être parce que le ministère de l'intégration ne met pas suffisamment de moyens à la disposition des organisations d'Olim, des Olim, pour faciliter leur intégration. Parce que l'État ne met pas assez de moyens. C'est pas seulement le ministère de la Culture. Alors, je vais vous donner un exemple de cette difficulté de communication. Hier, par exemple, on nous a parlé des infirmières. Et le ministère s'est félicité du fait qu'aujourd'hui, il y aurait un examen qui soit uniquement un examen de pratique et pas un examen théorique, et que le nombre d'infirmières étrangères qui auraient réussi cet examen, tout récemment, serait passé de 10 à 25, 75% de réussite. Donc, ils nous disent, vous voyez quel progrès nous faisons. Et nous, qu'est-ce que nous disons ?
mais nous disons les infirmières françaises sont mieux formées que les infirmières israéliennes. Nous voulons 100% de succès sans examen. Et nous invitons d'ailleurs les auditeurs de Kalita qui partagent cette analyse à signer la pétition que nous avons mise en ligne. 100%. Pourquoi ? Parce qu'il y a un manque en Israël d'infirmières. Il y a un manque. Nous avons 3 hôpitaux qui ont écrit « Nous pouvons engager demain 50 infirmières pour le bien-être d'Israël ». Donc nous voulons 100% des infirmières qui puissent travailler. Donc d'un côté, il y a un progrès. Le ministère nous dit un progrès. Et de l'autre côté, nous disons « ça ne suffit pas ». Un deuxième exemple. Nous avons fait un progrès pour montrer que le ministère s'intéresse aux Français, nous dit la ministre et ses services. Avant, il y avait 10% des gens au ministère de la Kalita qui parlaient français. Ils parlaient ivrite et russe. Aujourd'hui, il y en a 25%. Vous voyez, on a multiplié par 2,5. Et nous, qu'est-ce que nous disons ? S'il y en a 25% qui parlent français, il y en a 75% qui ne parlent pas. Quand vous téléphonez, vous avez 3 chances sur 4 de tomber sur quelqu'un qui ne parle pas français. Et avec les horaires différents des uns et des autres, vous pouvez appeler 2 ou 3 fois un service sans avoir une personne qui parle français. Nous ne demandons pas que 100% des gens parlent français, mais c'est un exemple. Mais Marc Eisenberg, peut-être en essayant de prendre un recul, on l'a vu il y a 10 jours à peine, pendant les fêtes de Soukhot, on a vu que lorsque une organisation qui est représentative des Olim de France comme Kalita est capable de frapper du poing sur la table, eh bien, il y a un effet. On a vu à propos donc de la lettre qui a été écrite par Ariel Kandel au ministre des Affaires sociales, Chaim Katz, qui protestait contre la fermeture. Et c'était aussi, on va dire, une preuve d'une forme de peut-être même de mépris ou de déconsidération concernant les Olim de France, de fermeture de projet, l'arrêt de l'aide sociale aux Olim de France. Alors, lorsque l'on tape du poing sur la table, et c'est une méthode israélienne très connue, eh bien, on obtient un gain de cause, et on l'a vu le jour même, quelques heures après que cette lettre est reçue. Je me félicite que le gouvernement ait revu sa le copie. Premier ministre est revu, et le Premier ministre lui-même s'est impliqué. Peut-être que l'heure est venue de taper du poing sur la table et d'essayer de dire l'Aliyah de France doit être considérée à sa juste valeur avec l'ensemble de sa contribution à la société israélienne, et elle mérite mieux que ce que le ministère de l'Intégration aujourd'hui lui donne. Alors, pour que ça marche mieux, il y a un certain nombre de conditions. D'une part, il faut qu'il y ait un respect mutuel des uns et des autres. Ce qui s'est un petit peu mal passé dans la réunion, c'est qu'on a eu le sentiment que les membres du ministère nous ont dressé un panorama, un tableau trop idyllique de la situation. Bon. Maintenant, il y a des tas de programmes que fait le ministère qui sont intéressants. La question, c'est ils ne sont pas connus. Ils ne sont pas utilisés par les Olim. Le Olim français, vous avez cité tout à l'heure notre ami Jomovar, il les a traités d'emmerdeurs. Ce ne sont pas des gens faciles. Nous avons aussi, nous, à faire des efforts. Mais d'un autre côté, il faut que le gouvernement et le ministère comprennent qu'il y a des choses qu'ils ne peuvent pas faire et que pour que ça marche, il faut travailler avec les associations. Et effectivement, il y a un problème financier. C'est-à-dire qu'il y a des programmes très importants dans lesquels de nombreux donateurs privés donnent de l'argent pour améliorer l'intégration et qui ne sont pas aujourd'hui du tout supportés par le ministère. Il n'y a pas le matching, qui est pourtant le mot-clé en Israël sur les actions philanthropiques. Alors, c'est quand même une preuve de mauvaise volonté, on va dire, de la part du ministère. Écoutez, on va donner, encore une fois, sa chance à Sarah. Nous voulons que ça fonctionne. Et on va vous donner l'exemple qu'on connaît bien à Kalita, du Hub de l'emploi. J'ai parlé à la ministre il y a plus d'1 an de cette initiative du Hub de l'emploi. Elle m'a dit, mais pourquoi vous allez réussir là où tant d'autres ont échoué ? Et nous avons déjà mis beaucoup d'argent pour l'emploi. Cet Hub de l'emploi s'est ouvert, comme vous le savez, à Pessah. Et objectivement, on peut dire que c'est un succès parce que ça répondait à une demande. Mais nous avons accueilli plus de 1200 personnes et nous les avons aidés dans leur processus professionnel en Israël, que ce soit des indépendants ou des gens qui cherchent un travail. Nous avons donné un travail
des gens qui sont placés aujourd'hui, qui travaillent à plus de 70 personnes en quelques mois, visiblement, ça répond à un vrai besoin. Mais est-ce qu'il y a un matching? Est-ce que, par exemple, il y a une subvention du ministère de l'Intégration au Hub de l'Emploi aujourd'hui? Alors, je vais vous poser la question directement. Quel est le montant de la subvention du ministère de l'Intégration au Hub de l'Emploi aujourd'hui? Le ministère avait pensé que ce programme n'était pas nécessaire ou ne réussirait pas. Ouais. Maintenant qu'on a fait la preuve de son succès, oui, mais maintenant qu'on a fait la preuve de son succès, de son efficacité et du fait qu'il est indispensable, maintenant que nous travaillons pour essayer d'ouvrir un hub de l'emploi à Tel Aviv, à Natania, à Ashdod, à Ra'anana, j'espère vraiment que le ministère va faire un matching et va donner des sommes. Ça sera quelque part, entre autres projets, un juge de paix. Nos auditeurs savent que la situation est difficile et comprennent à la fois que le ministère fait des choses, parce qu'on voit bien quand on arrive en Israël, c'est pas la même chose qu'il y a 20 ans, on n'est plus aidé, mais ils comprennent aussi que s'il y a des gens qui quittent Israël, c'est de notre responsabilité à nous tous. Et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle le programme Kalitime, on a demandé à des bénévoles de donner de leur temps, des Olim Vatikim, de donner de leur temps pour aider les Olim Khadashim. Les gens, les 1000 personnes qui se sont déjà inscrites comme bénévoles pour donner de leur temps, et je les remercie, savent que de temps en temps, il y a des gens qui quittent Israël, pas pour des problèmes d'administration à la Klita, mais parce qu'ils vivent de manière difficile en Israël, trop seuls, ils ne sont pas accueillis le Shabbat, ils sont perdus dans la jungle administrative, etc. Donc on a tous une responsabilité. Pour que ça marche aujourd'hui, il faut presque redémarrer cette relation à zéro. Madame la ministre, vous avez le sentiment qu'elle a compris la menace ou l'avertissement? C'est pas un avertissement. Nous parlons à des responsables et nous leur disons ce qui est fait, c'est souvent bien, c'est insuffisant. Nous nous adressons à l'ensemble du gouvernement, au ministère des Finances. Il faut plus de moyens. Il faut un respect mutuel. Il faut un matching des grands projets. Oui, nous reconnaissons que vous faites des choses. Non, nous ne voulons pas prendre votre place. Non, nous ne voulons pas faire de la politique. Nous sommes là pour le bien-être du pays, comme vous êtes là pour le bien-être du pays. Et le bien-être du pays, il passe par une intégration des Juifs de France. C'est rentable. Nous rappelons que nous avons fait une étude. Un shekel investi pour l'intégration rapporte en 9 ans 15 shekels à l'État d'Israël. Donc c'est une nécessité idéologique et ça doit marcher. Et si, parce qu'il faut prévoir l'avenir, et si le ministère ne devait pas donner suite après cela, alors qu'est-ce que l'on pourrait envisager ? Est-ce qu'on peut envisager une solution comme ce qu'ont fait les Américains, qui se sont sentis eux aussi à un certain moment mis à l'écart par le ministère, et qui ont créé Nefesh Benefesh, une association qui est totalement en dehors de la structure et qui reçoit de l'argent directement du gouvernement. On parle de 10 à 20 millions de shekels. Plus que ça, puisque la moitié du budget de Nefesh Benefesh est donné par l'intermédiaire du KKM. Voilà. Et donc, effectivement, ils ont un budget très important, nettement plus important que ce que reçoivent les Olim de France, alors que le nombre de Olim américains varie entre 2000 et maximum 3000, 3400, c'est-à-dire moins que la LIA de France. Écoutez, on peut tout imaginer. Nous avons hier quand même une ministre qui nous a dit qu'elle voulait travailler avec nous, qu'elle voulait établir un partenariat. Ils nous ont demandé de mettre des dossiers sur la table. Elle va avoir des dossiers sur la table parce qu'il y a beaucoup d'actions que nous menons. Il y a beaucoup de choses qui sont faites avec les associations qui méritent d'être encouragées. Et je vais vous dire... Il y a eu pendant plusieurs années un représentant francophone au sein du ministère de l'Intégration, qui était Ariel Picard pendant plusieurs années, qui n'est plus en fonction depuis plusieurs mois. Il a été remplacé. Alors, il a été remplacé aujourd'hui par notre ami Rafovitch, qui nous a dit « Je suis là pour obtenir des choses nouvelles et plus importantes du ministère de la LIA et Klita. On va lui donner sa chance. On va leur donner cette chance. C'est notre intérêt commun. Nous travaillons tous pour aider l'État d'Israël. » Et je finirai en lançant une invitation solennelle à Sofa Landwehr de venir à la radio, de venir expliquer son action, de répondre à nos questions, de répondre en direct aux questions des auditeurs, de manière la plus transparente pour qu'elle puisse défendre son action et qu'on puisse voir comment, demain, nous allons
j'espère, ensemble, améliorer la situation de l'intégration des Juifs de France, de Belgique, des Juifs francophones. Eh bien, Marc Eisenberg, merci. On rappelle donc cette invitation officielle lancée par Qualita, par Marc Eisenberg à Sofa Landwehr à venir ici, dans le studio de studioqualita.com ici. Pour une émission exceptionnelle. Une émission exceptionnelle, en direct, peut-être même avec donc des Olim qui interviendraient et qui poseraient leurs questions, peut-être pour faciliter ce dialogue entre le ministère de l'Intégration et les Olim de France. Merci Marc Eisenberg de nous avoir éclairé sur cette réunion d'hier importante, donc peut-être déterminante même pour l'Alliance de France et l'intégration des Olim de France. Il est très exactement 9h. Nous allons bientôt terminer cette heure d'actualité, mais auparavant, Eliana Gurfinkel, vous allez nous donner les programmes de Cathy Choukroun. Exactement. Alors aujourd'hui, nous commencerons avec un hub de l'emploi. Ce sera Elisa Rack qui nous parlera des nouveaux programmes du hub pour les semaines à venir. Puis nous aurons un Israël comment ça marche avec David Waknin qui nous parlera de Psychometric for You, une nouvelle manière de passer d'étudier pour les psychométriques. Nous aurons une Alia Story avec David Alouche et enfin ce sera Eve Bokhara qui nous parlera des figures d'Israël et de Ben Gurion. Ben Gurion, ni plus ni moins. Eh bien, c'est très, très sympathique tout cela. Et eh bien, on se retrouve, on termine cette heure d'actualité, une heure d'actualité soutenue ce matin. Et on vous souhaite de passer une agréable journée. On se retrouve demain matin à 8h tapante sur studioqualita.com pour une nouvelle heure d'actualité. Passez une agréable journée. Bye bye. Shalom.